Salut mes amis, bienvenue dans cette vidéo inhabituelle de Café du Dimanche, parce que c'est le dimanche, comme d'habitude nous sommes ensemble, mais ce dimanche est particulier, parce que c'est le Noël. Voilà, on est arrivé presque à la fin de l'année 2023. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit bilan, on va parler de mes projets pour l'année prochaine. Également, comment la chaîne Miner Cash va évoluer, en tout cas, quelles sont mes résolutions, si vous voulez, en termes d'évolution de projet Miner Cash. Mais bien évidemment, je commence cette vidéo par vous souhaiter de tout le meilleur pour ces fêtes de la fin d'année. Tous mes meilleurs vœux pour l'année 2024, à vous et à votre famille. J'espère que l'année prochaine sera l'année de la réussite pour vous. Je vais essayer d'apporter le maximum dans l'aspect financier de cette réussite, qui fera partie de la réussite plus générale pour cette année à venir. Je vous remercie également d'avoir été avec moi tout au long de cette année 2023. J'espère que cette année a été intéressante. Nous avons vécu des moments parfois très animés, parfois plus difficiles, parfois moins. Mais globalement, cette année, je trouve qu'elle était assez réussie. En tout cas, je continue de voir votre intérêt envers la bourse, envers les investissements. Beaucoup de retours positifs et j'espère que l'année prochaine, nous allons continuer sur la même lancée, sur la même longueur d'onde avec vous. Vers la fin d'année, nous avons pu profiter pleinement de ce fameux rallye de Noël qui a eu lieu sur les marchés financiers. Je trouve que globalement, vers la deuxième partie de l'année 2023, j'ai enfin, après plusieurs années d'existence du projet Miner Cash, j'ai réussi de consolider l'esprit du projet, faire marier ces fameux trois piliers, l'analyse macro, l'analyse fondamentale et l'analyse technique, afin d'arriver à vous proposer une stratégie fiable dans la durée. Je parle évidemment du lancement de projet Miner Cash Patrimoine. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne Telegram gratuite, vous avez vu les performances ligne par ligne de portefeuille Miner Cash Patrimoine. J'espère que l'année prochaine sera aussi bien réussie comme cette année 2023, mais je dois admettre que pour 2024, ça sera un petit peu plus compliqué. Et ça sera le sujet principal de cette vidéo de Café Dimanche, qui je pense sera un petit peu plus courte. J'imagine que vous avez d'autres choses à faire aujourd'hui que m'écouter. Eh bien, 2024, aujourd'hui, comment je la vois et comment je la prépare. C'est vrai que pour moi, la période entre Noël et Nouvel An, c'est toujours une période quand je fais mes résolutions de l'année prochaine. J'adore faire ça. J'adore faire les plans, j'adore déterminer des stratégies et essayer au maximum de les suivre. C'est pas toujours facile. C'est le plus difficile dans toute cette histoire. C'est bien de faire des résolutions, mais le plus compliqué, c'est de les suivre par la suite. Je vais vous tout dire que ce que j'ai en tête actuellement, avant le début de cette année, ça peut évoluer, bien évidemment, mais de toute manière, toute évolution de mes idées sont disponibles sur la chaîne Miner Cash. Voilà. Donc, l'année sera compliquée, je pense. Quand je dis compliqué, ça ne va pas nécessairement que ce soit une chute, ce sera une année d'une crise économique, et des choses comme ça. Dans quel sens elle sera compliquée? Nous arrivons à la fin de l'année 2023 avec un gros bagage du positif qui est déjà pricé par les marchés financiers. Si vous regardez les indices mondiaux, surtout des pays développés, vous allez vite apercevoir que la plupart des indices sont au plus haut historique. Certains sont déjà au-delà de leur plus haut historique et ils sont en train de les réécrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs ont anticipé plein de choses. Donc il y a énormément de positifs dans les cours actuels. Je vous rappelle encore une fois, comme je fais dans toutes mes vidéos, que les indices américains sont très biaisés par les 7 valeurs des GAFAM. Je ne veux pas tout répéter encore une fois toute cette histoire. Mais même si on regarde les indices européens, notamment le CAC 40 qui est l'indice principal pour nous, car la plupart d'entre nous sont en France, eh bien on voit très vite qu'on est monté très haut. Et en plus, après avoir fait ce chemin de hausse extraordinaire qui a été amplifié par le phénomène de rallye de Noël, nous avons cette déclaration de la fin d'année de Jerome Powell que finalement on va faire le pivot plus tôt que prévu. En tout cas pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, c'était une surprise qu'il a décidé de retourner sa politique aussi vite. Et est-ce que ça sera aussi fort ou pas? Ça, c'est une grande question ouverte. Donc aujourd'hui, nous pouvons constater que beaucoup de valeurs sont arrivés à des niveaux très élevés, ils intègrent énormément de bonnes nouvelles, peut-être partiellement déjà le pivot. Je pense que l'année prochaine, en tout cas la première partie de l'année prochaine, le challenge sera l'ampleur de ce pivot.
Est-ce que ça sera à 25% de base ou ça sera beaucoup plus? Avec quelle vitesse Jerome Powell et la Fed vont commencer à baisser les taux? Je suis un petit peu sceptique par rapport à cette dernière déclaration. Je n'ai toujours pas trouvé des explications fiables pour cette manœuvre de la Réserve fédérale américaine. Et je prends le popcorn pour suivre comment ça va se passer exactement. Donc le problème que le marché, sans se corriger, il a déjà joué le pivot, mais déjà le marché avec tout le positif s'attendait de voir ce pivot vers la fin du premier semestre. On entend les anticipations que ça va commencer encore plus tôt. Est-ce que la Réserve fédérale va répondre à ces anticipations peut-être trop optimistes? Ça, c'est une question intéressante à se poser. Peut-être pas. Peut-être les baisses de taux au début seront purement symboliques. Ou bien la Réserve fédérale, elle est plus au courant que nous et elle connaît qu'il y a déjà un problème économique qui n'a pas encore donné des effets secondaires et que nous allons découvrir peut-être l'année prochaine. Et on va commencer par un gros négatif et en gros signe noir qui va arriver de nulle part. Mais de toute manière, c'est pas la peine de parler des signes noirs. Je le dis très souvent dans mes vidéos parce que c'est pour ça qu'ils s'appellent les signes noirs, parce qu'on ne peut pas les anticiper. Il y a toujours certaines personnes qui arrivent à le faire, mais pour moi, c'est plutôt les rejets statistiques plutôt que le résultat de l'analyse sensée. Parce que pour moi, par définition, nous ne pouvons pas prévoir des crises. Si les crises pouvaient être prévues, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de crise. On aurait déjà pris en amont toutes les choses, toutes les actions nécessaires pour diminuer l'effet négatif de cette crise ou bien complètement échapper. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Eh bien, l'année prochaine, je pense aussi, ça sera une année où nous allons assumer que l'inflation va rester à des niveaux assez élevés. Pourquoi j'ai cette opinion? Tout simplement parce que la lutte contre l'inflation n'est pas encore terminée. Et ce discours également, il est un petit peu contradictoire au sein de la Réserve fédérale et d'autres banques centrales. Parce que d'un côté, ils disent que nous sommes prêts de baisser les taux, mais en même temps, ils disent aussi que la lutte contre l'inflation n'est pas encore terminée. Donc cela veut dire qu'elle reste encore assez élevée. Et pour moi, il y a un énorme, gros risque, je vous répète encore une fois, que si maintenant les banques centrales passent à une posture de baisse des taux, posture plus dovish qu'on appelle, donc ils vont injecter plus de liquidités sur les marchés, cela veut dire que le financement va redevenir accessible, notamment aux États-Unis, nous allons voir à nouveau une flambée de l'inflation. Et nous risquons vraiment de revenir dans les situations que nous avons vécues il y a un an, donc à la fin de l'année précédente, quand l'inflation a perdu tout le contrôle, il s'est échappé de contrôle du régulateur, et on devra recommencer les cycles de hausse de taux. Donc je vois un petit peu cette situation un peu bordélique, et en plus, il va se dérouler dans le contexte des élections présidentielles aux États-Unis. C'est évidemment le sujet qui sera un des sujets les principaux de l'année prochaine, et il va impacter les bourses. Mais généralement, c'est là-dessus que je suis un petit peu différent par rapport aux autres analystes, aux autres youtubeurs, que je ne pense pas que l'élection américaine aura un impact majeur sur les marchés financiers. Il y a toujours de l'impact parce que les décisions politiques ne sont pas prises d'une rapidité habituelle. En fait, souvent les discussions prennent plus de temps, souvent les décisions qui doivent être prises rapidement ne sont pas prises. Eh bien, ça, c'est les phénomènes des élections. Mais je crois plutôt au phénomène inverse. Je trouve que les marchés financiers sont plus puissants que les politiciens. C'est donc les marchés financiers vont surtout influencer les politiciens plutôt que l'inverse. Sur ce point, je suis plutôt contrariant par rapport à la plupart des analystes qui pensent que, au contraire, les élections aux États-Unis vont influencer les bourses. Je pense que c'est surtout les bourses qui vont influencer les élections aux États-Unis. Donc pour résumer, pour l'année 2024, je m'attends à un environnement volatile, où il faudra prendre les décisions assez rapidement, et le côté trading justement qui va dominer sur le côté investissement. Côté investissement, on va jamais oublier, parce que c'est une stratégie que nous devons implémenter en permanence, si on est sérieux, si nous sommes des investisseurs sérieux, j'espère que c'est votre cas. Mais cette stratégie peut être parfois dépriorisée par rapport aux actions actives sur les marchés financiers. Je pense que l'année prochaine, ça sera justement une année de ce type, parce que nous sommes déjà très hauts, et toute hausse supplémentaire va ressembler, selon moi, encore une fois, sur une hausse spéculative. Ça ne va pas nécessairement dire qu'il ne faut pas y être présent, ça va tout simplement dire qu'il faut être vigilant et ne pas confondre la hausse spéculative avec la hausse fondamentale.
Et là, nous arrivons à un autre phénomène qui est très particulier au marché actuel, c'est le phénomène d'un déséquilibre sectoriel. Je vous ai déjà parlé de l'influence des GAFAM sur le niveau des indices S&P 500 et surtout Nasdaq, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi des secteurs par lesquels une véritable crise a passé durant l'année 2023. Notamment, je parle des énergies renouvelables qui sont en train de repartir déjà assez fortement, mais il y en a d'autres secteurs qui ont subi les mêmes dégagements. On ne les voyait pas parce que les plus grosses valorisations étaient dans les autres secteurs, et donc nous avons vécu une espèce d'une crise boursière cachée qui n'était pas visible si on regardait tout simplement les niveaux des indices globaux. Eh bien, je pense que sur ces déséquilibres, nous pouvons faire de alpha, ce qu'on appelle donc battre les marchés, et ça sera ma stratégie de l'année 2024, surtout au sein de portefeuille Miner Cash Patrimoine. Je pense que je vais piocher dans les secteurs qui ont été délaissés pendant l'année 2023, et je vais essayer de jouer la reprise de ces secteurs pendant l'année 2024. Je vais revenir un an en arrière, quand je faisais plus ou moins la même vidéo avant le début de l'année 2023, et je vous ai dit que je suis confiant dans les GAFAM. Je disais que les GAFAM, ce sont des valeurs dans lesquelles il faut toujours être présent, et c'était largement vrai pour l'année 2023. Maintenant, après coup, on voit que les GAFAM, encore et encore, ont très très bien performé. Et en fait, cette année sera une exception, parce que je pense que cette fois, je vais prendre une position un petit peu plus réservée par rapport aux GAFAM. Donc les GAFAM, je parle d'Amazon, Apple, Microsoft, c'est un cas un tout petit peu particulier, Google, probablement pareil, mais en tout cas, toutes ces valeurs technologiques, et notamment la valeur Nvidia. Voilà. Je pense que ces valeurs-là, on attend vraiment en certains niveaux, où on peut déjà se demander s'il ne faut pas faire davantage des splits, il ne faut pas que les régulateurs anti-monopole qui se penchent sur ces dossiers, parce que ces entreprises sont devenues tellement énormes qu'on peut maintenant les comparer à Standard Oil de Rockefeller, parfois dans certains secteurs, où ils possèdent des moites, des avantages concurrentiels tellement énormes que ça peut commencer à poser des soucis pour la concurrence libre. Ce n'est pas uniquement ce challenge légal que je vois pour ces entreprises de GAFAM, mais c'est aussi tout simplement le pur phénomène de surachat à long terme. Si vous regardez les graphiques de long terme de ces entreprises, c'est une ligne droite de hausse. Pourquoi cette ligne droite de hausse doit se terminer cette année? Tout simplement parce que nous allons rentrer dans ce scénario des marchés mouvementés, les marchés très volatiles, où nous allons être à l'écoute de un grand nombre de variables et les marchés vont réagir un peu sur tout et n'importe quoi. Quand je dis réagir sur tout et n'importe quoi, la plupart des traders, ils tradent des indices, ou bien des options, ou bien des futurs, mais globalement sur des indices globaux. Évidemment, il y a des automates aussi qui tradent des actions concrètes, mais souvent quand on parle de parier sur les marchés de manière spéculative, souvent les traders choisissent des grands indices. Et vu que ces grands indices en termes de poids sont principalement constitués par ces valeurs technologiques, c'est surtout ces valeurs-là qui vont être impactées par cette volatilité excessive à laquelle je m'attends pour l'année 2024. Ça ne va pas dire non plus qu'il ne faut pas saisir des opportunités. Je pense qu'il ne faut pas maintenant en aveugle acheter les valeurs de GAFAM comme on pouvait le faire lors des dernières années. Peut-être une seule exception, si on peut appeler ça une exception, c'est l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que c'est un secteur booming, c'est un secteur dont les limites sont pour le moment très difficiles à identifier, et les valeurs comme Microsoft, qui aujourd'hui apparaît comme un leader grâce à son partenariat avec OpenAI, et pas que, avec des différents investissements qu'ils ont déjà réalisés dans ce segment de la technologie, cette valeur, elle peut vraiment tirer l'épingle du jeu et rester quand même toujours profitable, rester un amour des investisseurs à long terme. Pour le reste, Google peut-être c'est un petit peu aussi à part, parce que Google c'est numéro 2, on peut dire, qui court derrière Microsoft dans cet aspect-là. Mais Google, il y a un énorme risque quand même, c'est la perte des profits dans le segment de moteur de recherche et les recettes publicitaires qui viennent avec. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Comme vous avez certainement entendu parler que l'intelligence artificielle a été intégrée dans le navigateur Bing de Microsoft. Cette démarche, c'est une déclaration de la guerre à Google, Google Chrome, où justement, je viens de parler d'un petit peu de monopole, c'est là où je le vois
presque. Parce que Google, pendant des longues années, c'était un quasi-monopole sur le moteur de recherche et dont la publicité en ligne. Maintenant, ça peut devenir plus le cas. Parce que déjà, Microsoft, je pars du principe que Microsoft est un petit peu en avance, pas beaucoup en avance, mais un petit peu en avance dans tout ce qui est intelligence artificielle par rapport à Google. Et si ils arrivent de surfer sur cette vague et intégrer rapidement dans son navigateur les intelligences artificielles et tout ce qui vient avec, ils peuvent récupérer une part de marché de la vache à lait des profits de Google. Et ça, c'est un énorme risque pour cette entreprise qui est cotée sous un nom Alphabet, parce que si ce risque se matérialise, dans ce cas-là, ça peut être en début du déclin de cette action. Et le début du déclin d'une action par rapport à laquelle il y a des attentes très importantes de la part des investisseurs, ça peut faire des gros dégagements boursiers qui peuvent tirer vers le bas tout ce segment, si vous voulez, des GAFAM et des valeurs qui sont liées. Voilà, c'est juste une opinion, je ne suis moi-même pas forcément persuadé que ça va se passer exactement comme ça, mais c'est une idée que j'ai en tête actuellement. Je vous ai promis de partager tout et maintenant ce que je fais. Tout comme l'année dernière, j'aimerais bien faire un petit point sur la Chine. L'année dernière, je vous ai dit que la Chine, ça peut être assez intéressant. Et j'avais totalement raison au début de l'année 2023, et en revanche, j'étais complètement tort pour la suite. Le début de l'année 2023 était une euphorie pour les valeurs chinoises. Quand je dis les valeurs chinoises, ce sont des valeurs qui sont cotées à Hong Kong. Vous savez, il y a tous ces risques-là que les Européens, les Occidentaux ne peuvent pas investir directement dans les valeurs chinoises, donc on passe par des cookies vides qui sont cotés n'importe où, c'est super risqué, et ces actions, ce n'est pas nécessairement votre droit dans le capital des entreprises en question. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ce sujet, je pourrais le refaire au début de l'année 2024 pour vous parler un petit peu plus de ce segment-là, mais je pense que en 2024, à nouveau, je vais faire le même pronostic. On peut s'attendre quand même à un rebond de la Chine. La Chine, c'est un énorme moteur qui peut rebondir très fort. Ça prend du temps à démarrer, mais quand ça marche vraiment très très vite. Eh bien, je pense que je vais parier quand même sur la Chine. Je sais que c'est super risqué. Évidemment, le risque principal, c'est la géopolitique, ce potentiel tentative d'invasion du Taïwan. Je n'ai pas de moyen d'estimer la probabilité de ces événements. Je me suis trompé sur l'Ukraine et la Russie quand je disais qu'il n'y aura pas de guerre, mais finalement il y a eu, donc du coup maintenant je me méfie par rapport à ce genre de pronostic, surtout par rapport aux pays que je connais beaucoup moins. Eh bien, là-dessus, il y a ce risque, et je pense que c'est pour cette raison-là que je vais plutôt le jouer de manière spéculative, de manière trading. Du coup, les positions qui seront prises sur le marché chinois ne feront pas partie de mon portefeuille Miner Cash Patrimoine. En revanche, je vais les publier dans le Club Option Invest où je réalise principalement les stratégies du trading. Parce que les options, bon, si vous ne me connaissez pas, j'ai deux produits, si vous voulez, principaux. C'est le Club Patrimoine, où je présente toutes mes acquisitions de manière long terme, d'investissement long terme. Je présente mon portefeuille long terme. C'est destiné à des investisseurs vraiment classiques, donc la plupart d'entre nous. Et j'ai un deuxième club qui s'appelle Option Invest, où je publie mes positions en options, qui sont principalement les positions spéculatives. Je pense que vraiment l'investir dans la formation des options, c'est quand même très très important, parce que ça vous ouvre d'autres horizons. Et je vais continuer à leverager en fait toutes ces connaissances, tous ces instruments très flexibles, justement, qui me permettent de me prémunir des risques que je ne peux pas estimer. Parce que l'option, vous payez genre une prime, et vous savez que si jamais vraiment la guerre nucléaire, vous allez perdre uniquement cette prime et pas plus. Voilà, ça c'est très important, et c'est très différent par rapport à l'investissement classique, où vous achetez une valeur et vous êtes exposé quasiment à l'intégralité de votre ligne. Voilà, ça c'est très important. Je pense que je vais jouer plutôt la Chine de manière trading, de manière spéculative avec des options plutôt qu'au sein de portefeuille Miner Cash Patrimoine. Ça peut changer parce qu'il y a peut-être 2-3 valeurs qui me paraissent fondamentalement très intéressantes. Je ne veux pas les cacher, c'est BYD, c'est une valeur des voitures électriques. C'est aussi Baidu, qui est un équivalent de Google en Chine. Éventuellement Alibaba, mais Alibaba, techniquement, je vois vraiment beaucoup de problèmes pour cette valeur. Je ne comprends pas pourquoi elle ne cesse
pas de baisser. En fait, même quand les marchés, lui aussi, Alibaba, il est à la traîne. Donc il y a clairement un problème. Je peux pas expliquer fondamentalement ce problème, mais vu que j'essaie toujours de marier ces trois piliers, technique, fondamentale et macro, ça me permet justement d'avoir déjà ce filet de sécurité. Et quand je vois que même fondamentalement la valeur est intéressante, je vois que la technique me dit l'inverse. Et si la technique me donne pas le feu vert, j'y vais pas. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, pour résumer, je pense que je vais plutôt jouer sur les déséquilibres sectoriels. Ça va concerner directement le portefeuille Minder Cash Patrimoine. Et je veux faire plutôt le trading, en tout cas au début de l'année prochaine, sur les valeurs chinoises. Également, je vais probablement faire quelques stratégies quand même non directionnelles, ce qu'on appelle encore une fois, c'est accessible uniquement à ceux qui maîtrisent les options, notamment l'indice VIX, l'indice de la peur, qu'on peut trader également. Je vais éventuellement trader ces stratégies au début de l'année parce que je trouve que la volatilité elle est excessivement basse aujourd'hui, la volatilité implicite. Je vais jouer les scénarios pour le rebond de cette volatilité. Voilà. Ce sont mes idées principales pour cette fin d'année 2023 pour la première partie de l'année prochaine. C'est pas la peine de se projeter plus loin, je pense, parce que tout va changer d'ici là. Maintenant, en ce qui concerne le projet Miner Cash en général, quels sont les changements que je voudrais réaliser pour l'année prochaine? Je veux me concentrer bien évidemment beaucoup plus sur mes abonnés qui font partie soit du club Option Invest, soit de projet Miner Cash Patrimoine. Pour Option Invest, je trouve que cette formation, c'était un succès, mais il y a un gros point qui manque, c'est la communication au sein de la communauté. J'ai créé une deuxième chaîne Telegram pour les membres d'Option Invest, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Je vais probablement prendre un abonnement dans un système de gestion de communauté pour qu'on puisse interagir de manière beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus du track record, dans mode discussion, mode forum. J'ai essayé de mettre un forum sur le site, mais c'est un peu compliqué pour la maintenance, pour des raisons techniques tout simplement. Je pense que je vais partir sur une plateforme style Discord ou un équivalent. J'ai toujours un petit peu du mal à les choisir. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des idées, je suis preneur. Je vais également continuer de évoluer le projet Minder Cash Patrimoine. Là-dessus, je pense que c'est assez bien. Je pense qu'il manque aussi un peu le retour. On n'a pas vraiment de discussion. Donc moi, toutes les semaines, je fais les vidéos pour mes abonnés avec les actions que je veux acheter, que j'ai achetées. J'explique ma stratégie. Mais j'ai pas vraiment de moyens efficaces pour avoir le retour de mes abonnés par rapport à ce que je fais. Je le vois souvent dans la chaîne principale Telegram, et je pense qu'on va, pour le moment, on va rester quand même comme ça. Comme ça permet aussi de stimuler l'échange d'idées sur la chaîne gratuite, qui est devenue vraiment une source d'information. Troisième point que je vais améliorer pour l'année prochaine, c'est la chaîne Telegram. Évidemment, ça reste mon outil de communication principal. Je sais qu'en France, tout le monde n'a pas Telegram, mais je trouve qu'il est nettement meilleur que X. Après, en plus, X, depuis la reprise de Elon Musk, ça devient un petit peu controversé comme outil. Je pense que Telegram, il a beaucoup à gagner dans l'audience, y compris en France. Et quelque part, j'aime beaucoup vraiment la philosophie de ce projet. Sécurité de données, vraiment privacy. Donc, j'ai vraiment confiance dans cet outil. Je trouve qu'il propose beaucoup d'options qui sont très pratiques pour qu'on puisse discuter et s'échanger par rapport à nos idées. Je veux continuer et faire évoluer Telegram de façon que ça devienne un cours plus structuré, pour que ça devienne une véritable média que vous pouvez juste sur votre téléphone suivre ce qui se passe sur le marché. Et il y a en fait, il y a en grosso modo deux parties de mes publications. Les publications par rapport aux actualités, donc complètement objective, donc je vous transmets tout simplement les informations que moi je considère intéressantes, et ensuite il y a un autre type de post où je vous partage avec vous mes propres sentiments. Je dis que genre, voilà, c'est ça que je trouve intéressant en ce moment à regarder. En gros, il y a toujours un post du matin, donc la revue de presse, et le soir, presque tous les soirs, j'essaie de faire un post avec de l'analyse technique sur l'indice CAC 40 et les valeurs, y compris les valeurs internationales, qui ont bougé beaucoup ce jour-là, qui sont les mouvements les plus intéressants de la journée. Voilà, c'est comme ça que ça se passe principalement sur la chaîne Telegram, et évidemment, tout au long de la journée, je fais d'autres posts, des informations que moi je trouve intéressantes. J'ai prévu, et le
problème, c'est que j'ai toujours pas le temps de travailler plus avec Interactive Brokers, vous fournir enfin le tutoriel sur Interactive Brokers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle qu'Interactive Brokers, c'est un partenaire de projet Minder Cash. Donc vous avez les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez les rejoindre, vous informer qu'est-ce que c'est exactement. Je trouve que c'est le courtier le plus intéressant que nous avons en France en termes de choix des instruments, en termes de frais de courtage, en termes de professionnalisme et la banque en fait surtout qui est derrière. Il rémunère très bien le cash qui n'est pas investi. Je sais qu'il commence à y avoir beaucoup de concurrence dans ce segment, mais pour moi, Interactive Brokers, ça reste la référence numéro 1 pour des raisons que je viens de décrire et surtout pour la sécurité des fonds. Moi, je trouve ça, c'est vraiment très très important. C'est une grosse institution et je fais entièrement confiance, ce qui n'est pas forcément le cas pour des divers projets en ligne qui sont en train de se naître en ce moment. Et surtout qu'IBKR, il propose les frais tout à fait avantageux et tout à fait comparables, même avec les concurrents les plus agressifs en termes des frais. Voilà mes amis, grosso modo c'est ça mes résolutions pour l'année 2024. C'est ça dans les grandes lignes ma stratégie. J'espère que j'ai été assez clair comment je compte en ce moment précis de réaliser mes investissements l'année prochaine. Et évidemment, s'il y aura des modifications, changements d'avis, il y aura certainement, c'est normal pour le trading, c'est normal pour la bourse de changer d'avis. Je vais le faire sans doute l'année prochaine. Tout sera communiqué dans mes cafés de dimanche. N'oubliez pas de vous inscrire. Et encore une fois, passez des excellentes fêtes de la fin d'année. Je vous souhaite tout le meilleur et mind your cash. Bye bye.